disait Albrecht Goethe, derrière son bandeau, elle voit. Merci pour ce démarrage. Peut-être, Freddy, ce qu'on pourrait faire serait que tu balayes rapidement le sommaire, le plan du livre, et que tu dises un peu, parce qu'il y a une telle variété de sujets dans ce livre que tu pourrais peut-être en dire un mot, et quand l'auteur est là, et peut-être Françoise pourra nous indiquer, parce que Françoise est la coordinatrice du livre avec Claude Bloch, pourra nous dire qui est là pour peut-être prendre la parole et dire quelques mots sur les sujets, puisqu'on traite on ouvre tellement de portes que ce serait intéressant que tu nous présentes ça. Et puis, si les auteurs sont là et veulent prendre le relais, on a le temps, on va le prendre. Et donc, si tu es d'accord, on pourrait faire comme ça, Freddy. Tout à fait. Alors, un premier axe, nous l'avons appelé la transmission, une fidélité créatrice. Il y a bien donc cette double dimension, être fidèle, mais dans la créativité et pas dans la reproduction servile. Il y a un chapitre sur l'école. Annie Bloch ne peut pas être présente aujourd'hui. Il y a un chapitre sur la langue et l'humour, un état d'esprit du quotidien. Alain pourra en dire un mot. On commence tout de suite, peut-être. Je vais Peut-être, apporter le micro. Oui, on a voulu aborder l'humour dans le judaïsme alsacien au travers justement un développement sur ce langage tout à fait particulier qu'est le judéo-alsacien, qui est une façon de parler qui était propre surtout dans la campagne alsacienne et qui permettait aux juifs de la campagne alsacienne de s'exprimer d'une certaine façon, non seulement au sujet de la réalité dure qu'ils vivaient, mais également au travers d'un humour qui est sous-jacent dans beaucoup d'expressions qui existent dans le judaïsme alsacien et qui également communique une certaine ironie par rapport à l'observation des choses. Et c'est cet aspect-là qu'on a voulu développer dans cet article. Merci beaucoup. L'article suivant est l'article d'Astrid Ruff. Je ne l'ai pas vu, elle est pas là. L'article est consacré au mime Marceau. Et donc, on rejoindra, en lisant, vous retrouverez Bip très présent, j'ai dit, dans sa fragilité, mais en même temps dans une espèce d'émerveillement toujours recommencé face au monde. Deuxième axe, faire face, les désastres des guerres et la résistance. Il y a un premier article sur la situation qui était celle d'Alsace et de la Moselle lors de la première guerre mondiale, les problèmes que ça a causé les choix difficiles, à la fois quelque part des gens qui s'étaient accommodés finalement d'une présence allemande, mais qui ont eu un sursaut de patriotisme exacerbé, avec des figures dont l'une est une icône que vous connaissez bien, c'est celle du rabbin qui va apporter un crucifix à un blessé mourant pour qu'il puisse prier. Cette gravure est devenue une véritable icône de la Première Guerre mondiale. Et puis, il y a un chapitre sur quelqu'un que j'ai redécouvert et que je regrette de ne pas avoir davantage fréquenté quand il était là. C'était le docteur Joseph Weil, c'est l'éveilleur. Joseph Weil a été l'homme qui, dès 30-31, avait lu Mein Kampf, l'avait pris au sérieux et qui s'est mobilisé pour faire connaître ce qui se passait en face et pour qu'on puisse accueillir des enfants. Juste un rapprochement avec aujourd'hui, il était extrêmement difficile d'accueillir des jeunes, de les laisser entrer en France. On était dans une période de chômage, dans une période où beaucoup de gens avaient du mal à survivre et la venue d'étrangers n'était pas désirée. Et puis, il y a un article de Léon, et Léon n'est pas là, Léon Strauss, là aussi c'est très important, c'est l'histoire de l'université
notre université à Clermont pendant la guerre, et où il y a des figures tout à fait particulières. Je pense, j'en prendrai une, d'un jeune mathématicien qui est Jacques Felbaud, d'origine d'Europe de l'Est, et qui était à la fois un champion en sport, qui était un génie mathématique, et un théorème de Felbaud, il avait 30 et quelques années, qui à l'heure actuelle est toujours considéré le théorème de Felbaud, et cette histoire me paraît aussi tout à fait importante. Il y a aussi un chiffre qui est horrible dans cet article, c'est 3%. C'est-à-dire le quota admissible de juifs dans cette université. Université qui est le lieu de l'accueil de tous, et où on avait décidé, loi de 42, je crois, Oui. de limiter à 3% le nombre de juifs dans l'université. Merci. Et puis, il y a un article extrêmement important de Lucien Lazare et Ruth Loeb sur les justes d'Alsace et de Moselle. Ce sont ces hommes, ces femmes qui ont accueilli, aidé. Je vous en donne qu'un exemple. Il va être parmi nous à nouveau à la vente de la Vizzo, M. Lohinger. Georges Lohinger est un Strasbourgeois et il était très fort. Il avait trouvé une manière de survivre qui, quelque part, le protégeait. Il était instructeur en éducation physique pour les Compagnons de France. Les Compagnons de France, c'était les jeunesses vichistes, vous vous rappelez, avec cape, béret. Et Georges Lohinger, à partir de 1943, sait que la nasse se referme, juifs d'origine étrangère, juifs d'origine française, les enfants qui sont recueillis vont être déportés. Et grâce à des Alsaciens à Annemasse, il arrivera à amener des enfants là-bas, leur faire passer une nuit. C'est un monsieur Balthazar qui l'accueille. Les gosses passent une nuit et le lendemain, ils vont jouer au foot à certaines heures le long de la frontière et ils traversent la rivière et ils peuvent rejoindre la Suisse. C'est juste alsacien et mosellans, et je sais qu'il y en a beaucoup plus que ce que nous avons pu recenser. Vraiment, c'est pour nous la marque de l'homme. Enfin, il y a de la part de Jean, et Jean est là, Jean Daltroff, un travail sur les combattants et les prisonniers de guerre, si tu veux bien. Oui, bonsoir. J'ai voulu montrer dans mon article, qui aura un prolongement sous forme d'un livre qui paraîtra l'année prochaine, que les Juifs d'Alsace et de Lorraine ont été combattants durant la drôle de guerre et durant la période de la campagne de France, et qu'ils ont été astreints à être prisonniers dans les stalags et les oflags, c'est-à-dire les camps pour soldats et officiers, et qu'ils ont subi le sort commun, mais qu'il y a eu aussi certaines formes de discrimination, et j'ai fait intervenir une typologie représentative de certains personnages, et aussi j'ai parlé des évasions, notamment de Léon Marcel Blum, de Bischwiller et Paul Kliman de Hongrois, et j'ai conclu que c'était une forme très importante de participation, mais qu'il y avait quand même une vie dans certains camps, une vie spécifiquement juive, surtout dans les oflags, parce qu'ils n'étaient pas astreints au travail, ils étaient dans certaines baraques, ils pouvaient, le flag 17A, ils pouvaient avoir une vie intellectuelle, ils étaient spécifiquement à part, et d'autres éléments que je développerai plus amplement dans un livre qui paraîtra, parce que j'ai interrogé entre 1990 et 1994 35 anciens prisonniers. Le dernier que j'ai interrogé, il a 101 ans. Il est encore vivant. Il s'agit d'Oscar Reims.
Je l'ai interrogé l'année dernière et j'ai confronté aussi aux Archives nationales mon travail. J'étais à Paris et ça fera, je pense, un très beau livre. Voilà. Merci. Troisième axe, nous l'avons appelé Exode et rencontre. Je devrais ajouter, petit point de suspension, rencontre manquée aussi. En effet, j'ai voulu qu'il y ait, dans cet effort de lucidité et de remise en question, qu'il y ait aussi une interrogation de la part de la communauté juive sur elle-même. Et il y a un article qui s'appelle Jekes et Polak en Lorraine, qui montre combien l'accueil des Juifs d'Europe centrale et d'Europe orientale à la fin du 19e et dans les années 30 a été extrêmement difficile. Il y avait là une différence à la fois de culture, une différence sociale. Très souvent, ça a été une rencontre manquée, mais il n'y a pas que ça. Et j'insiste, il y a des gens qui ont été sur la brèche pour essayer de lier les deux. Et puis il y a une rencontre alors réussie. C'est un article de François Job qui est là, qui parle de l'accueil des Juifs du Mzab à Lunéville, raison et caractéristiques d'un exode, et j'ajouterai, et d'un accueil. Oui, nous ne sommes pas les seuls à Lunéville à avoir accueilli les Juifs d'Afrique du Nord en 1962. Mais l'essentiel de ceux qui sont venus à Lunéville, c'était les Juifs du Mzab. Et je crois qu'une grande proportion d'entre eux, qui venaient des oasis, qui avaient la nationalité française depuis moins d'un mois, sont arrivés à Lunéville complètement déphasés, absolument ahuris d'être là, demandant à la communauté d'accueil « Mais il est bien certain que vous êtes juifs ?» Ils avaient vécu dans un monde à eux, avec des métiers spécifiques, une façon de vivre tout à fait particulière et leur façon aussi de pratiquer la religion. Et pour eux, la cache-route était presque l'élément essentiel. Ils avaient, il faut bien le dire, leur qualité, leur convivialité, mais aussi certaines superstitions. Et le résultat, avec la communauté d'accueil, grâce au président Saint-Job, le résultat a été absolument remarquable. Ces gens-là ont été intégrés grâce à de multiples contacts avec la communauté d'accueil. Ils ont, la génération suivante, malheureusement, ceux qui sont arrivés, qui avaient une quarantaine d'années, qui étaient des petits artisans dans le Mzab, où ils avaient l'impression de bien vivre, mais en fait, ils vivotaient, éloignés de toute culture étrangère. Ces gens-là se sont recasés extrêmement mal, et leur savoir-faire ancestral a été perdu. Mais la deuxième génération a poursuivi des études, dans la mesure où les enfants en étaient capables, et certains étaient fort intelligents. Alors, que seraient-ils devenus s'ils étaient restés au Mzab? Eh bien, peut-être des petits artisans comme leur père, peut-être des éleveurs de moutons comme leurs grands-pères ou leurs oncles, mais là, nous avons à la deuxième génération, celle qui a une cinquantaine d'années actuellement, aussi bien des médecins que des experts comptables, qu'un dentiste, enfin, toutes les professions libérales et toutes les professions artisanales. Ils sont au même niveau, ces jeunes-là, leur génération, au même niveau que les enfants de la communauté d'accueil. Alors que sont-ils devenus? Eh bien, malheureusement, Lunéville est une ville, depuis fort longtemps, en plein marasme. La population décline, il n'y a plus de travail à Lunéville, et tous nos enfants s'en vont. Les nôtres, nous qui sommes de l'ancienne communauté, et les enfants des rapatriés, enfin rapatriés, c'est un terme que j'aime absolument pas, les enfants des gens du Mzab. Alors, où est-ce qu'on les retrouve? Eh bien, ma foi, très peu en Israël, un quart d'entre eux à Nancy, et les trois quarts dans les grandes villes, et essentiellement à Paris. Alors, cette communauté s'est désagrégée, mais pas à Lunéville.
quand les jeunes sont partis de Lunéville, parce qu'à Lunéville, elle s'est parfaitement intégrée. Nous avons accepté et leurs airs à la synagogue, qui ne sont pas du tout les nôtres, et ils ont évolué aussi à notre contact. Bon, nous avons très longtemps formé une très grande famille à Lunéville, et mon Dieu, nous en sommes très fiers. Merci beaucoup. Alors, toujours dans le même chapitre, j'ai proposé un peu par provoque pour me faire plaisir, et il m'a fait plaisir, à Richard Boave, qui est ici. Je lui ai demandé, est-ce qu'il y a maintenant un couscous à l'alsacienne? Alors Richard, c'est à toi. L'improbable. Oui, juste quelques mots. C'est vrai que c'était provocateur. Quand Freddy m'a demandé ça, je me demandais ce qu'il voulait véritablement. Une version socio-ethnographique de l'acclimatation du couscous en Alsace et des conflits qu'il a pu générer. Bref, c'est pas ça. Mais moi, j'ai été très content de recevoir cette demande de la part de Freddy, parce qu'elle m'a permis d'abord de revisiter ma mémoire d'enfant juif carthaginois sur la ville de Carthage, en Tunisie, et de revisiter aussi cet exil très difficile et douloureux que l'a souligné Freddy, ce déracinement, et puis cette intégration et l'accueil extraordinaire de la communauté juive de Strasbourg à ces juifs du Maghreb qui sont arrivés dans plusieurs vagues. Mais au-delà de cette anecdote et de cette mémoire que j'ai pu revisiter, j'ai posé le problème également des traditions culinaires, des modèles gastronomiques et des particularismes locaux également, et de l'acculturation et de l'interpénétration culturelle entre ces modèles gastronomiques. Et au-delà de cela, donc des conflits, peut-être de mémoire, et des problèmes que ça a pu poser. Mais j'ai pris beaucoup de plaisir à revisiter ce moment-là. Et en tout cas, merci Freddy de m'avoir invité à participer à cette aventure. Merci à toi. 2 chapitres sont consacrés à cette autre partie du judaïsme alsacien et lorrain, ceux qui se trouvent en Israël. Avec là une figure tout à fait extraordinaire de l'entre-deux-guerres, qui est Chameau, Frédéric Shimon Hamel, qui était fait pour être prof de chimie à la fac et qui a créé les éclaireurs à Strasbourg, qui a fait un énorme travail pendant la guerre et qui est monté en Israël dans un kibbutz, cultiver la terre, s'intéressant là-bas à la flore, à la faune. J'ai retrouvé cet homme avec quelque chose d'extraordinaire dans cet amour de la terre et cet amour des hommes. C'est tout sauf quelqu'un de fanatique. Et puis Jaco Grunwald nous a fait un article sur les différentes modalités de l'Alia, de la montée en Israël de Juifs d'Alsace et de Lorraine. Vous verrez que c'est extrêmement varié. J'essaye, et je ne pense pas trop solliciter, il y a quand même un trait commun. Je pense que cet impératif que j'ai exhibé tout à l'heure comme un impératif recteur, leben und leben nun, vivre et laisser vivre, la plupart des Juifs, je ne dis pas tous, pas enjolivé, mais la plupart des Juifs d'Alsace et de Lorraine qui sont en Israël continuent à avoir ce regard sur eux-mêmes, mais ce regard sur l'autre, l'autre arabe, l'autre non-juif, et je tenais beaucoup à ce témoignage. Dernier chapitre, il est consacré à la mise en scène de la mémoire pour aujourd'hui. Et là, il y a un travail, je l'ai esquissé, et je vais demander tout de suite à Jean-Camille Bloch d'évoquer ce qui s'est passé et ce qui se passe encore à Dermanak. Oui, Dermanak, tu en as parlé tout à l'heure, Freddy. C'est à la fois une histoire et c'est à la fois une aventure. C'est à la fois l'histoire d'un village qui avait complètement perdu sa mémoire, et surtout sa mémoire juive. D'accord. Et c'est aussi une aventure, et c'est l'aventure d'un village
qui depuis 6 ans retrouve petit à petit sa mémoire, et en particulier sa mémoire juive. Ce village s'était peuplé après la guerre de 30 ans. En fait, le seigneur du lieu avait une idée lumineuse, comme l'Alsace avait été ravagée par la guerre de 30 ans, et en particulier le sud de l'Alsace, qui avait perdu 70% de sa population. Le seigneur du lieu, lui, a décidé de faire venir des Juifs. Il a décidé de faire venir des Juifs pour repeupler le village, mais aussi pour enflouer ses caisses, évidemment, en les taxant. Et le résultat a dépassé ses espérances, puisque au bout d'une trentaine d'années, il y avait plus d'habitants juifs dans ce village que d'habitants chrétiens. Excusez-moi. C'est Pépin qui ne soit pas arrivé. C'est pas un lapsus révélateur. Donc pendant une centaine d'années, dans ce village, il y a eu une majorité d'habitants juifs, il y a eu un maire juif, un conseil municipal juif. La cohabitation, dans l'ensemble, se passait assez bien, à part quelques événements graves, on peut même dire très graves, puisqu'en 1848, une centaine de maisons juives, c'est-à-dire toutes les maisons juives, ont été brûlées et pillées. Et dans ce village, depuis la dernière guerre, les nouvelles générations ignoraient complètement cette histoire. Et petit à petit, grâce, il faut le dire, à un changement de municipalité, les choses ont beaucoup changé. Tout a démarré par l'inauguration d'un monument aux morts auquel on a absolument voulu ajouter, les habitants du village ont voulu ajouter une stèle dédiée à la mémoire des 17 personnes juives qui ont disparu dans la Shoah. Et petit à petit, nous avons fait des recherches sur les maisons. Les habitants ont fouillé leurs greniers, certains ont trouvé une menorah, d'autres le livre de comptes d'un marchand de bestiaux juif, etc. Petit à petit, tout le village s'est intéressé à son histoire et l'a regardé, il faut le dire, avec une certaine lucidité, aussi bien les moments heureux, comme les mariages juifs où tout le village participait, que les moments beaucoup plus graves, beaucoup plus tristes. Et l'aventure, je l'ai dit, elle a commencé il y a 6 ans et elle continue aujourd'hui. Nous avons, au mois de septembre, inauguré la plus vieille maison juive du village, qui date du pionnier, du premier juif qui s'est installé dans ce village en 1695. Cette maison, qui était de style alsacien-sungovien, a été complètement démontée, remontée, et nous en avons fait une maison du patrimoine local. Pas une maison du patrimoine juif uniquement, une maison du patrimoine local. On y trouve aujourd'hui des objets juifs et des objets chrétiens. Et l'aventure continue. Nous avons commencé à réparer le cimetière qui est très endommagé. Une petite anecdote pour vous expliquer que la cohabitation n'a pas toujours été facile, et même dans des temps très proches, puisque le cimetière devrait normalement contenir 1000 à 1200 sépultures. Il n'en contient plus que 300. Nous avons fait des fouilles, nous en avons retrouvé une centaine. Donc nous avons 400 sépultures pour un cimetière qui en comptait plus de 1000. Que s'est-il passé? Il s'est passé qu'au XXe siècle, après la dernière guerre, un maire a décidé que le cimetière juif pouvait servir de carrière. Et les entrepreneurs de la région sont venus se servir, prendre des pierres tombales pour solidifier les soubassements, etc. Donc, vous voyez donc que tout n'a pas été rose dans ce village, mais tout a bien changé. Et donc, notre projet pour l'année 2015, avec toute la population, nous avons créé une association, Société d'Histoire. Chaque fois que nous organisons des travaux, nous avons de plus en plus de bénévoles. Nous avons commencé avec une dizaine de bénévoles. Les derniers chantiers, nous étions plus de 50. Donc,
l'année prochaine, nous commençons la rénovation complète du cimetière. Et bien sûr, il faut trouver de l'argent, des fonds. Et nous avons trouvé un sponsor, entre guillemets, en la personne de Madame Noël Meyer, qui est l'héritière des Galeries Lafayette et dont l'époux repose dans le cimetière de Lurmenac. Donc l'aventure à Lurmenac, elle continue et je pense qu'elle va continuer encore un bon bout de temps. Merci.